Je me présente, je suis Bruno Glassman, je suis médecin conseil à la CAFAT depuis 4 ans et en charge depuis quelques mois donc, des Evassan. Donc, je suis content d'évacuer autant de monde, vu qu'en face, il y a la greffe rénale qui, je pensais, allait gérer beaucoup de monde, mais Mathieu m'a dit tout à l'heure que les Evassan restaient un mythe pour pas mal de gens, ce que tu m'as dit. Hein. Donc là, je suis là un peu pour démythifier tout ça et puis pour vous expliquer en détail un petit peu le process d'une Evassan en sachant... en allant de la demande à la réalisation de l'Evassan et au retour. Voilà. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter un aspect réglementaire, mais très rapide. Ensuite, un petit peu les missions et les enjeux des Evassan, le déroulement, je dirais, logistico-administratif. Je vais présenter les partenaires qui nous aident à réaliser ces Evassan au fil des ans, au fil de l'année. Quelques cas concrets. Quelques statistiques, on va dire macro-statistiques, plus que la typologie de patients était un peu du domaine d'Europe Assistance, mais donc j'en parlerai après. Et puis, bon, quelques chiffres pour terminer. Voilà, donc le fonctionnement du contrôle médical dans son ensemble et des Evassan en particulier relève de la délibération 214, ce qu'on appelle chez nous la délib 214, qui est un petit peu notre Bible et notre référence. J'en ai sorti un article juste pour vous expliquer que pour les Evassan, la délib prévoit qu'il y ait un médecin référent. Autant pour toutes les autres activités, les autres risques inhérents au contrôle médical, enfin gérés par le contrôle médical au profit de la CAFAT, les médecins sont polyvalents. Autant sur la gestion des Evassan, il y a un médecin référent tout au long de l'année, qui généralement s'inscrit dans la durée, puisque le dernier a fait à peu près 7 ans. C'était le docteur Jubot, je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'une Evassan? Comment est-ce qu'on doit considérer une Evassan au sens CAFAT du terme? Donc, je reprends un petit peu ce qui est marqué là. C'est un transfert d'un patient qui part de Calédonie pour aller sur une structure à l'étranger, en l'occurrence en France ou en Australie. Il y a eu des pays comme Tahiti qui ont été associés parfois pour des raisons pratiques et de facilité, mais en gros, c'est l'Australie et la métropole. Voilà. Ce transfert peut être médicalisé ou pas. On verra à peu près les rapports entre médicalisé et non médicalisé, pour en fait différents types de diagnostics, de suivi et de traitements qui ne sont pas réalisables en Calédonie. Ça, c'est une notion très importante, le fait que l'acte ne soit pas réalisable en Calédonie. Vous allez voir tout à l'heure que c'est ce qui génère le plus de refus en fait, d'Evassan. Il faut également, et ça c'est très important, surtout à une époque où les techniques évoluent beaucoup et que les nomenclatures évoluent peut-être moins vite que certains le voudraient, mais nous, ce qui est important pour nous, c'est que les gens partent pour des soins non réalisables sur des techniques qui soient validées et sur des actes qui sont remboursés. C'est-à-dire qu'on se réfère à la nomenclature qui existe en Calédonie, qui est la NGAP, et en faisant un rapprochement avec la nomenclature métropolitaine, la CCM, ou en Australie, la MBS. Mais voilà. En gros, il faut quand même que tous ces actes soient nomenclaturés. La demande doit émaner d'un médecin prescripteur de Nouvelle-Calédonie pour un patient qui est en Nouvelle-Calédonie. Ça aussi, c'est important. Si vous êtes amené à faire des demandes, il faut que ça soit fait d'ici. Un patient qui est déjà en métropole ne pourra pas bénéficier d'un statut Evassan. Bon, les exemples, vous les connaissez. Voilà, j'en ai pris quelques-uns. Les plus emblématiques, surtout actuellement, c'est le PET scan, tous les examens de scintigraphie, la neurologie interventionnelle, et puis donc dans le diagnostic et le traitement, on est sur les thérapeutiques médicales dans tout ce qui est hématologie, la plupart du temps. Et les deux gros vecteurs d'Evassan sont la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie. Donc, quelle est notre mission, nous, principalement, au niveau du contrôle médical? Donc, on est organisé avec un médecin référent, 4 gestionnaires, un secrétaire, qui sont pleinement dédiés à la gestion opérationnelle, logistique et administrative des Evassan. Donc, notre avis, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit organisé pour répondre à la demande 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Que le médecin donne son avis
sur l'opportunité ou pas, c'est-à-dire que est-ce que l'Evassan rentre dans les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, le patient est pris en charge par les gestionnaires qui vont dérouler l'Evassan. Ensuite, on a un rôle de suivi, soit directement, soit grâce à nos partenaires dont on parlera tout à l'heure, et de creuser, de connaître de mieux en mieux les filières de soins pour essayer d'optimiser tout ce qui peut l'être, autant en termes de soins qu'en termes de coûts. Donc les enjeux, je les ai un peu répétés, j'ai un peu forcé le trait, mais l'idée c'est que les patients, tous les patients calédoniens, ceux qui relèvent de la CAFAT, mais aussi des ailes médicales, puissent avoir un accès équitable à des soins de haute, voire très haute qualité, conformes au référentiel de bonne pratique. Ce qui veut dire qu'en temps normal, là actuellement, on travaille dans une période un petit peu, je dirais, dégradée pour tout le monde, mais en pratique, les patients calédoniens ont accès aux meilleurs soins, aux soins qui sont donnés en métropole et en Australie, si tant est qu'ils soient éligibles. Donc la procédure, elle est un petit peu détaillée ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où la demande est faite, on en reviendra après, par le médecin prescripteur qui a un rôle pivot au sein de cette filière Evassan, le dossier est évalué d'un point de vue médical. C'est-à-dire que moi, je présente un dossier à une commission d'Evassan qui est constituée de 2 autres médecins conseils, et nous donnons notre avis, nous émettons un rejet ou un avis favorable à la réalisation de cette Evassan. Voilà. Et à partir du moment où la commission Evassan, donc ce n'est pas le médecin qui décide, c'est la commission. 3 personnes, donc forcément un oui ou un non. À partir du moment où le dossier est validé, le médecin et le patient en est informé, et ensuite il y a tout le processus logistico-administratif qui se met en place. Par rejet, on entend des types qui peuvent être des rejets administratifs. Bon, généralement, c'est des gens qui n'ont pas de droit, qui sont hors des droits, ou qui ne relèvent pas ni de la CAFAT, ni des AMG, ni de la Sécu, j'ai oublié. Voilà, on en a très peu malgré tout. Les rejets médicaux sont les plus fréquents. Et les rejets médicaux concernent généralement des personnes dont les soins sont réalisables sur le territoire. Ce qui permet de dégager en fait, je dirais, 2 gros types de demandes. Les demandes qui sont faites à l'initiative du prescripteur, du praticien, et un lot de demandes qui sont faites, je dirais, un petit peu à l'initiative du patient, que relaie le praticien, et dont on sent qu'il n'est pas tout à fait convaincu de la justification. Et donc c'est dans ces cadres-là où on trouve beaucoup de soins réalisables sur le territoire. Voilà. On a des rejets aussi qui sont de type d'avis technique impossible, parce que les demandes qu'on a faites auprès du prescripteur ne sont pas revenues en temps et en heure, ou ne sont pas complètes, et ne nous permettent pas de donner un avis. L'avis technique impossible rend caduque la demande. On a aussi un type de demande, c'est important à souligner, qui en fait nous paraît légitime, mais ne débouche pas dans un premier temps sur un traitement particulier. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un avis, le prescripteur va aller chercher un avis, généralement en métropole, chez un confrère, et dont le traitement en fait dépend de cet avis spécialisé. Et de cet avis spécialisé dépendra peut-être un traitement qui pourra être fait ici ou un traitement qui ne pourra pas être fait ici. Donc dans ce cadre-là, on donne un rejet partiel qui est en fait une possibilité pour la personne de partir à ses frais, de prendre cet avis, de nous transmettre les informations, et si effectivement ces soins ne sont pas réalisables en Calédonie, on rectifie notre position et on donne un avis favorable dans un deuxième temps. Toujours au travers d'une commission des Evassan. À partir du moment où la demande est rejetée, donc le prescripteur est notifié et a la possibilité de faire appel de cette décision via une commission d'appel qui est gérée par la DAS. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui cède d'un avis spécialisé, d'un avis sapiteur, et qui qui va avoir d'autres éléments à sa disposition, en plus des éléments qu'on veut lui fournir, et qui va, lui, comme une commission d'appel, donner un rejet ou un avis favorable. Voilà. À partir du moment où l'avis favorable a été donné,
la partie logistico-administrative se met en place. Pour les Evassan d'urgence et les Evassan d'extrême urgence, on est dans un système un petit peu différent, dans le cas où on n'a pas le temps d'avoir toute cette démarche. Donc ce qui va se passer, c'est que le médecin qui est d'astreinte, donc on a là pour le coup, pour les astreintes, l'astreinte est partagée sur différents médecins conseils, puisqu'on demande juste au médecin conseil de donner son aval sur l'utilité de l'Evassan en termes CAFA, c'est-à-dire est-ce que ces soins-là sont réalisables ou pas sur le territoire. Bon. Généralement, on a toujours un petit peu le même type de pathologie qui relèvent de l'Evassan urgente. Voilà. Donc généralement, on n'a pas de souci là-dessus. Après, la grosse problématique actuelle par rapport à un temps normal, c'est l'obtention de toutes les autorisations pour pouvoir évassaner les personnes sur l'Australie, puisque l'Australie récupère 100% des vols d'urgence. Voilà. Alors, le parcours du patient. À partir du moment... Alors, moi, j'ai voulu remettre encore, là, à ce niveau-là, le rôle majeur du médecin prescripteur. Et j'insiste vraiment, c'est pour ça que je vous parlais des deux types de demandes qu'on a. Dans la grande majorité des cas, on a une demande générée par un médecin prescripteur qui suit son patient, dont la demande est justifiée et qui va faire en fait office de coordinateur vis-à-vis du patient, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de son correspondant à l'étranger et vis-à-vis de nous. Donc, c'est lui qui va donner la première information médicale au patient. Donc, il va falloir qu'il lui présente un petit peu... Alors, les soins, il aurait pu les faire ici, mais surtout le fait de se faire soigner à l'étranger, ce que ça va impliquer pour le patient en termes de contraintes. Ensuite, nous, on récupérera le patient et on va, je mets entretien responsabilisation, c'est-à-dire qu'on va bien lui faire comprendre ce que va être une Evassan, une Evassan, la durée généralement prévue de l'Evassan, les personnes qui vont s'occuper de lui. On lui fait signer une charte dans laquelle il s'engage à avoir un comportement, je dirais, de bonne aloi pendant l'Evassan, parce qu'on a quand même pas mal de surprises. On lui donne un livret d'informations et on va récupérer tous les éléments administratifs nous permettant de remplir tous les documents lui permettant de partir. Pour la métropole, il n'y a généralement pas de souci. Pour l'Australie, c'est un peu plus compliqué. Voilà. L'Australie nous demandera, en temps normal, de récupérer un visa médical qui autorisera le patient à aller se faire soigner. Voilà. Actuellement, je fais une petite parenthèse, en étant en mode dégradé, comme je vous le disais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra en discuter après en ouvert. Mais sachez qu'actuellement, pour l'Australie, si vous voulez qu'un patient parte en Australie, à partir du moment où il n'est pas hospitalisé directement, il devra faire une quarantaine de 14 jours à la charge de la CAFAT. Et donc, au retour, une quarantaine de 14 jours également à la charge du gouvernement. Donc ça veut dire pour quelqu'un qui part faire un soin court, il y a déjà un mois d'indisponibilité. Ensuite, il va falloir qu'on récupère le visa médical, j'en ai parlé. Ensuite, comme il y a interdiction aux étrangers de venir sur l'Australie a quand même prévu quelques exemptions, et le patient rentre dans ces exemptions. Donc il va falloir une autorisation de l'Australian Border Force, qui est en fait l'autorité qui gère cette immigration-là. Donc deuxième chose. Et dernière chose, donc ça c'est pour la partie fédérale, la partie du pays. Ensuite, chaque État a ses propres contraintes en termes de gestion du Covid. L'État du New South Wales nous demande également de faire des demandes spéciales pour que le patient puisse rentrer en apportant la preuve qu'il est Covid-free. Voilà. Donc toutes ces étapes demandent un petit peu de temps, pas mal de complications, mais on arrive malgré tout à faire partir à peu près tous les gens pour lesquels des Evassan ont été demandés. Mais voilà, donc on traverse une période, et je ne parle pas des contraintes avion, je ne parle pas des contraintes de réception des patients, je ne parle pas de tout le reste qui rend actuellement les Evassan un petit peu tendus, mais bon voilà, on arrive à trouver quand même des solutions et on arrive à faire en sorte que personne ne reste sur le carreau.
Voilà, donc le médecin prescripteur, pour revenir à quelque chose de prosaïque, fait la demande d'Evasane, c'est lui qui prend le rendez-vous. C'est important. On peut l'aider, bien évidemment. On a notre circuit, en particulier en Australie, avec nos relais là-bas. On connaît un petit peu tous les médecins, toutes les structures hospitalières, les établissements de santé qui permettent d'avoir des petites spécificités. Mais, en manière générale, c'est au prescripteur de prendre le rendez-vous, d'expliquer, de faire sa demande. Voilà, donc si besoin, on fournit si besoin, donc oui, il nous décrit l'état du patient pour qu'on puisse anticiper un petit peu les moyens spéciaux à mettre en place. Est-ce qu'il est dialysé? Est-ce qu'il a une perte d'autonomie, par exemple? Il donne son avis, lorsqu'il remplit la fiche d'Evasane, il donne son avis sur l'évasanabilité, on va dire, c'est un vilain mot, mais sur les conditions de transport. Son avis à lui, qui n'est pas un avis forcément d'expert, mais qui nous permettra déjà d'avoir une petite ampoule qui s'allume et de prévenir notre partenaire qui va gérer, lui, la médicalisation des Evasane. Voilà, et il a un rôle aussi vis-à-vis de la famille. Parce qu'on a eu quelques cas récemment encore, la famille a un rôle important, bien évidemment, en particulier quand le patient n'est pas conscient ou n'est pas maître de troubles cognitifs, troubles des fonctions supérieures, il n'est pas capable soit d'argumenter, soit de comprendre. Le rôle de la famille est important. Donc c'est au rôle, dans un premier temps, du médecin prescripteur de bien les informer, en sachant que, parfois, un membre de la famille sera autorisé à accompagner le patient, toujours pour raison médicale, pas par confort, mais par raison médicale, d'où l'important de donner ces informations. Voilà, pendant le séjour et au retour, en fait, il va assurer le suivi. C'est lui qui sera destinataire des comptes rendus médicaux, et c'est lui qui, à l'arrivée, nous dira s'il a de la place, quand est-ce qu'il peut prendre le patient, et qui va assurer un peu la coordination de la fin des soins en Australie et de la poursuite des soins, en particulier lorsque le patient est parti pour un diagnostic ou une surveillance. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant rapidement les partenaires de la CAFAT pour gérer ces Evasane. Donc on a un partenaire pour la médicalisation des Evasane, c'est Europe Assistance Pacifique, donc en fait dont le rôle va être, dans un premier temps, de staffing, ça va être un rôle purement de staffing, puisqu'ils vont mettre à disposition des ressources médicales, infirmières, sages-femmes éventuellement, pour pouvoir évasaner ces patients qui le nécessitent. Et donc ils régulent ces patients, ils fournissent les ressources humaines, ils ont du matériel adapté qui leur appartient, et ils vont avoir un rôle un peu accru dans les Evasane en urgence, puisque c'est eux qui vont affréter les avions, et c'est eux qui vont affréter les transports au départ et à l'arrivée. Voilà. Juste une parenthèse, c'est un rôle, je dirais, qui était huilé jusqu'à présent, et qui a nécessité quand même une coordination beaucoup plus accrue depuis l'émergence de cette crise Covid. Parce que, autant jusqu'à présent, ils pouvaient voyager, circuler dans tous les pays, il n'y avait pas de problème, autant les contraintes imposées par l'Australie en particulier, et la France aussi, les a contraints, à la demande de la DAS, de réduire leurs effectifs. Donc, voilà, on se retrouve avec des effectifs d'Europe Assistance très réduits pour faire un nombre d'Evasane relativement important, avec l'impossibilité qu'ils ont de débarquer, donc de trouver des correspondants pouvant prendre la suite sur des patients lourds. Enfin, ouais, il y a toute une fonctionnalité qui s'est mise en place qui est complètement différente de ce qui se passe d'habitude. Il a fallu s'adapter aux exigences des Australiens en particulier, qui modifient régulièrement leurs impératifs, leurs lois. Donc voilà, donc il y a ce rôle qui est très très important et qui montre qu'on a besoin malgré tout systématiquement de gens habitués à faire du transport médical pour transporter ces patients. Ensuite, en Australie, l'autre personnel important, c'est International SOS. Donc c'est eux qui vont assurer en fait le suivi et le contrôle des patients assignés. Donc qui vont se concentrer principalement sur la fonction médicale. Ils vont ils vont suivre les patients, ils vont faire remonter les comptes rendus, ils vont nous solliciter lorsqu'il y aura des soins non prévus pour savoir si la CAFAT les prend en charge ou pas. Ils vont être conseillés auprès de certains patients, ils vont être conseillés auprès d'Australaccueil, qui est la structure administrative de la CAFAT, et puis ils vont récupérer ce qu'on appelle les fit to fly, c'est-à-dire les certificats médicaux autorisant les patients à rentrer, à pouvoir prendre l'avion, en liaison directe donc avec les médecins prescripteurs.
Et en outre, ils sont amenés, dans des cas très particuliers, à résoudre des problématiques logistiques généralement, en dehors des heures ouvrables, via une ligne dédiée qui nous permet de résoudre des fois des problèmes de transport, principalement de transport. L'autre partenaire, qui est un partenaire plus administratif, c'est Austral Accueil, donc, qui assure en fait l'accueil des assurés à l'aéroport, qui les accompagne, qui s'occupe de leur entrée dans les établissements hospitaliers, qui fournit un interprétariat, enfin des interprètes, qui suivent les formalités administratives, parce que dans certains cas, en particulier dans les vols d'urgence, on n'obtient pas un visa. On obtient ce qu'on appelle un uplift, qui est en fait l'autorisation que nous donnent les autorités australiennes de pouvoir se poser, amener le patient, à condition que dans le mois qui vient, ça soit transformé en visa médical. C'est le rôle d'Austral Accueil de faire ça. Bien évidemment, la visite et le soutien aux patients, et l'organisation, en relation avec nous-mêmes, des retours, puisque c'est eux qui gèrent la billetterie. Troisième partenaire, la pension de famille à Sydney, qui est la pension Beautemps-Beaupré, qui actuellement est full parce qu'on a plus de patients qui partent en Evassan qui ne peuvent en revenir compte tenu des restrictions ici. Donc, en fait, ils ont un rôle d'hébergement, de prise en charge donc des repas, de l'hébergement. Donc, les patients qui vont en Australie n'ont pas un per diem ou un défraiement quotidien, comme ils ont en France. Ils ont par contre à disposition des repas et un hébergement mis à la disposition par Beautemps-Beaupré. Avec en particulier lors des coups de bourre, où actuellement là on est un peu à la limite, mais en cas de saturation, des possibilités de trouver des solutions alternatives de logement. Mais généralement, ils arrivent à s'adapter à la demande. Je vous ai remis, alors je les appelle partenaires, mais en fait c'est les établissements hospitaliers en Australie qui sont pour certains conventionnés et chez qui tous nos patients vont transiter. Voilà. Depuis 2017, la CAFAT a passé une convention avec Ramsay, convention qui a été rediscutée en 2020. Je pense, même j'en suis sûr, à l'avantage donc de la CAFAT en rediscutant de certaines tarifications. Et donc les hôpitaux que vous voyez là sont les hôpitaux le plus souvent du groupe Ramsay qui sont le plus souvent utilisés par les praticiens ici. Et nous avons accès en temps normal, donc hors Covid, aux hôpitaux publics, en particulier le Royal Prince Alfred pour tout ce qui concerne l'hématologie, et pour d'autres hôpitaux. Alors le Westmead Children aussi, qui n'est pas du groupe Ramsay, mais qui est un hôpital public, mais qui a été le seul à rester ouvert pendant cette crise. Juste pour vous préciser, pour certains, des fois, qui douteraient que du réel intérêt des Australiens, il y a un intérêt financier, c'est évident, mais c'est normal. Le groupe Ramsay et, en l'occurrence, le Westmead Children se sont mis en cadre pour pouvoir accepter les patients calédoniens. À savoir qu'un patient calédonien qui est accepté directement dans le service bénéficie d'une quarantaine à l'hôpital sans retard de soins. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des lits dédiés aux patients calédoniens avec un cheminement, une gestion au bloc, gestion du matériel, gestion des équipes qui permettent de pouvoir faire les soins rapidement, en particulier sur de la chirurgie cardiaque et la chirurgie neurologique, sans retard de prise en charge, et tous en garantissant au reste de l'hôpital que ces patients seront dans une filière saine. Donc ça, c'est très important, et ils l'ont fait très rapidement, et ça nous a permis à un moment donné de pouvoir faire partir tous ces patients qui étaient en souffrance et qui ne pouvaient pas partir. Quelques minutes encore, Bruno. Oui, ça va aller très vite. Ah oui, on a commencé tard. Voilà, en France, on a à peu près l'équivalent d'Austral Accueil, mais c'est en fait la Maison de la Calédonie qui n'a pas que seul rôle de suivre les Evassan, mais qui nous donne un soutien logistique et social, avec de la même façon une visite aux patients qui sont sur la métropole, sur Paris uniquement, qui organise les départs et les arrivées, et qui nous obtiennent aussi les fit to fly pour les retours des patients. Voilà, on en arrive aux chiffres. Donc, 5 slides pour terminer. Voilà, donc on a, alors je ne dirais pas qu'on a quelque chose de stable, mais il faut juste remarquer, ce qui est intéressant, c'est dans les années 2014-2015, une augmentation sensible quand même du nombre d'Evassan.
qui était principalement due à une certaine défaillance de services très particuliers à l'hôpital, comme la cardiologie, l'impossibilité de faire pendant un moment des angioplasties et des coronarographies pour des raisons diverses et variées, ce qui a augmenté de manière, alors pas artificielle pour le coup, mais qui a augmenté énormément le nombre d'Evassan. Tout ça est rentré dans l'ordre rapidement. Ensuite, on a vu la création donc, du CSSR fin 2015. 2016, fin 2016, le Medipôle, le CRNC. Donc on a eu une diminution de 300 à 400 en termes annuels d'Evassan, ce qui explique l'effet rebond dans l'autre sens des courbes. Voilà, vous voyez quand même que, par exemple, si je prends pour 2019, 1559 demandes, 1332 acceptations d'Evassan, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, la proportionnalité, elle reste à peu près la même. Alors elle va changer peut-être cette année parce qu'effectivement, on a évassané un peu moins en Australie, un peu plus en métropole, mais on est à peu près, voilà, on est à 25-75 grosso modo. Une slide de coût pour vous donner une idée quand même de ce que représentent les Evassan. Voilà, vous voyez que les coûts reprennent à peu près les pourcentages en termes de nombre d'Evassan, et on est sur à peu près voilà, 6 milliards, un coût de 6 milliards sur l'année 2019. Le coût moyen, alors le coût moyen c'est toujours un petit peu délicat, on devrait parler de coût médian, mais là, si vous voulez, c'est pas très parlant parce que on peut se dire que le coût moyen des Evassan a augmenté en 2018, mais en fait il s'est agi de retirer toutes les radiothérapies qui se faisaient à l'étranger et qui, elles, n'étaient pas génératrices de coûts importants par rapport à l'ensemble des... Donc artificiellement, ça a fait grimper le coût moyen, qui a lui-même commencé à chuter l'année suivante, vu qu'on a commencé à faire de la chirurgie cardiaque sur le territoire. Et donc, voilà. Mais en gros, on a un coût moyen à peu près d'Evassan de 4 millions. Ça, c'est intéressant, puis on va après basculer sur le reste. Voilà, en vol spécial, voilà ce que représente. C'est intéressant de voir ce qui se faisait il y a 7-8 ans et ce qui s'est fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, en termes de vol. Donc la typologie patient n'a pas tellement changé, mais on est passé en 2011 de 54 vols d'urgence à plus de 100 vols l'année dernière. Voilà, je vous remercie pour votre attention.